13h02, temps universel partout en Côte d'Ivoire. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne qui rassemble à la une de cette édition. Hier mercredi 9 novembre, un conseil des ministres s'est tenu au palais de la présidence de la République à Abidjan sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. L'ordre du jour de cette réunion comportait plusieurs points. Awa Touré a suivi la conférence de presse du porte-parole du gouvernement. Le Premier ministre Patrick Achi a procédé hier dans l'après-midi au lancement des travaux de la phase prioritaire de l'aménagement du carrefour Akwaba à Port-Boué en vue d'apporter une solution durable au problème de congestion de la zone. L'ouvrage d'art qui sera livré courant 2024 va améliorer considérablement la fluidité routière à ce carrefour. En France, le niveau de risque de la grippe aviaire a été porté jeudi de modéré à élevé sur l'ensemble du territoire métropolitain, contraignant les éleveurs à confiner leurs volailles. Après l'abattage de plus de 21 millions de volailles entre fin novembre 2021 et mi-mai 2022, le virus a recommencé à frapper des élevages français dès la fin juillet de manière exceptionnellement précoce. Je vous le disais en titre, hier était jour de conseil des ministres en Côte d'Ivoire. Les membres du gouvernement étaient réunis autour du président Alassane Ouattara au palais de la présidence de la République et entre autres sujets à l'ordre du jour, il a été question lors de ce conseil de désertification du Salon international du livre d'Abidjan, des statuts de la fonction publique et du corps diplomatique. Les précisions maintenant avec Awa Touré. Présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, le Conseil des ministres, ce mercredi 9 novembre 2022, a adopté un projet de loi portant statut du corps diplomatique. Ce projet de loi vise à créer un cadre propice à un meilleur déploiement de la diplomatie ivoirienne en vue de promouvoir de façon efficace l'image de notre pays et d'assurer son rayonnement sur la scène internationale. Ainsi, ce dispositif actualise l'outil diplomatique national et redéfinit, entre autres, le profil de carrière ainsi que les droits et avantages des membres du corps diplomatique. Dans le cadre de la politique de modernisation de la gestion de l'administration publique engagée par le gouvernement, le Conseil entend doter la fonction publique d'un nouveau statut. Ce nouveau dispositif redéfinit les concepts d'emploi, de grade et de fonction et garantit un traitement équitable de tous les agents publics en termes de mobilité professionnelle, de profil de carrière et d'avantages liés à la fonction publique. Il renforce en outre les règles de discipline et la déontologie professionnelle et performante, guidées donc par les principes de justice et d'équité pour accompagner de façon efficace le développement économique et social de notre pays. Toujours au titre de la fonction publique, le Conseil a examiné le bilan de l'opération de présence des fonctionnaires. L'opération s'est déroulée sur la période du 2 décembre 2019 au 17 avril 2020 à travers le système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État, le SICFAE. Elle a porté sur une population cible de 219 112 agents pour 212 159 agents présents, soit un taux de présence de 96,82%. À la suite de la phase de contentieux de l'opération, le Conseil a entériné les mesures prises par le ministre chargé de la fonction publique, à savoir l'arrêt de solde de 1989 fonctionnaires contrôlés absents et la mise sous contrôle du salaire de 759 agents.
À propos de la situation des soldats ivoiriens détenus au Mali, le porte-parole du gouvernement a réaffirmé que la Côte d'Ivoire a choisi la voie du dialogue. Nous avons dit à plusieurs reprises ici que la Côte d'Ivoire a choisi la voie du dialogue, la voie de la concertation, la voie de la négociation. Et au cours des comptes rendus du Conseil des ministres, nous avons même appelé donc nos concitoyens à la patience, et notamment les familles des victimes à la patience et à avoir confiance au chef de l'État. Quand vous choisissez la voie du dialogue, quand vous choisissez la voie de la négociation, vous vous inscrivez d'une certaine façon en même temps dans la gestion du temps. Nous sommes convaincus, et quand le chef de l'État le dit, il n'y a aucun doute que nos soldats rentreront. Je l'ai évoqué ici, lorsque un pays, dans la vision de son président, s'est battu pour que certains de ses compatriotes qui s'étaient auto-exilés rentrent et rentrent tous, il n'y a pas de raison que ce pays ne déploie pas la même énergie, et sinon plus encore, pour que ces enfants qu'il a envoyés en mission ne rentrent. Donc la Côte d'Ivoire utilisera tous les moyens de la concertation, de la discussion, parce que c'est la voie qu'elle a choisie, qui sont à sa disposition pour que nos soldats rentrent. C'est long, c'est difficile, mais les familles sont en contact avec le ministère d'État, le ministère de la Défense, qui leur donne régulièrement donc des informations sur le moral de nos soldats qui sont détenus au Mali. Sur la question liée à l'appel du Conseil Café-Cacao à l'industrie mondiale du cacao pour un soutien à la prime dite différentielle des revenus décents aux producteurs, le porte-parole du gouvernement a indiqué qu'il ne s'agit pas d'un ultimatum, mais plutôt de la défense des intérêts des producteurs locaux. On ne peut pas reprocher à un pays de défendre les intérêts de ses producteurs. Je ne vois pas de menace, je vois des dispositions qu'un État prend pour préserver le revenu de ses producteurs. La Côte d'Ivoire a décidé, avec le Ghana, de préserver le revenu donc, de leurs producteurs, et toutes ces décisions annoncées vont dans ce sens-là. Il ne s'agit pas de menace, il s'agit d'attirer l'attention sur le respect d'engagements qui ont été pris afin d'assurer un revenu décent, équitable à nos producteurs agricoles. Le Conseil a par ailleurs autorisé l'organisation de la 5e édition du Salon du livre pour enfants et adolescents du 15 au 17 décembre 2022 à Abidjan. Le prochain Conseil des ministres est prévu pour le mercredi 30 novembre 2022. Reportage Awa Touré, Jérôme Begré et Célestin Frodo. La fluidité routière dans le Grand Abidjan est une préoccupation majeure pour le gouvernement et les actions s'enchaînent pour qu'elle soit une réalité pour le bonheur des populations. Le carrefour Akwaba de Port-Bouet, par exemple, la route de l'aéroport sera aménagée en vue d'apporter une solution durable au problème de congestion. Les travaux ont été lancés hier mercredi et financés pour plus de 26 milliards de francs CFA. L'ouvrage sera livré en juin 2024. Alexis Ouedraogo. Voici le futur visage du carrefour Akwaba. L'ouvrage dont les travaux sont prévus sur 30 mois devrait permettre d'apporter une solution durable aux problèmes de congestion du trafic routier dans le secteur, notamment l'accès à l'aéroport, à la zone portuaire et aux zones d'habitation. Ce jeudi à Port-Bouet, le Premier ministre a procédé au lancement des travaux estimés à près de 26 milliards de francs CFA et qui devraient participer à la transformation du Grand Abidjan. Ce projet n'est qu'une partie de l'important chantier qui s'apparente à une réinvention de la ville d'Abidjan que le gouvernement a engagé et auquel le groupe de la Banque mondiale participe activement. L'aménagement du carrefour Akwaba, principale porte d'entrée du pays, est inscrit au PND 2021-2025 pour améliorer les conditions de circulation des populations. Il compte 2 ouvrages d'art et 5 km de voies.
L'aménagement final du carrefour Akwaba prévoit un échangeur à 5 branches avec une connexion future sur le boulevard de Marseille. Donc la première phase qui sera réalisée maintenant comprend la construction d'un ouvrage principal, donc qui va franchir le carrefour sur une longueur d'environ 395 mètres en 2 fois 2 voies. Ça veut dire que si vous quittez Koumassi pour aller vers Grand Bassam, vous allez passer en haut sur un ouvrage pour aller directement en 2 fois 3 voies. Et en bas, il va y avoir un giratoire à 3 voies qui va permettre donc d'aller à Port-Boué, d'aller à l'aéroport et d'aller dans les autres endroits. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier rassure les usagers de la mise en place d'un plan de circulation en vue d'éviter les congestions extrêmes aux heures de pointe. Il invite surtout les opérateurs au respect des délais et la qualité de l'ouvrage. En améliorant ne serait-ce que 20% de la mobilité à Abidjan, c'est 1% de croissance en plus que nous gagnerons ensemble. C'est pourquoi, depuis plus d'une décennie, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, les différents gouvernements ont agi pour construire une mobilité plus fluide et plus durable. Tout le Grand Abidjan est en chantier pour qu'une nouvelle réalité de nos infrastructures routières se mette en place dans un délai très court. C'est véritablement un autre Abidjan qui va naître, plus fluide, mieux connecté, plus efficace pour les travailleurs, plus simple pour les habitants, plus performant pour les entreprises et les administrations. Une ville moderne, une ville modèle, une ville nouvelle. L'occasion pour le Premier ministre de rassurer les populations déguerpies pour les travaux de modernisation du Grand Abidjan, de la volonté constante de l'État d'améliorer leurs conditions de vie. Ce n'est jamais avec beaucoup de plaisir qu'on est contraint de demander aux populations de se déplacer pour certaines d'entre elles. C'est dans la contrainte que nous le faisons. Et avec vous, nous prenons toutes les mesures adéquates pour que les populations impactées souffrent le moins possible de cela. Les travaux d'aménagement du carrefour Akwaba, notons-le, vont améliorer le quotidien de quelques 500 000 usagers de ces routes. La Côte d'Ivoire en marche vers son développement, un futur probablement prometteur. On verra bien ce qu'en disent les études prospectives. Et justement, l'une des résolutions de la 4e étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040 est de permettre à tous les départements ministériels et autres organismes publics de pouvoir réaliser sa propre étude prospective. D'où l'élaboration par le Bureau national de la prospective d'un manuel de procédure dédié à la prospective sectorielle. Question de permettre aux secteurs concernés d'avoir les outils nécessaires. Mahama Traoré a assisté à l'atelier de validation du manuel. Dans son processus de développement, la Côte d'Ivoire s'est toujours appuyée sur la prospective. Cette méthodologie consiste à étudier les causes techniques, scientifiques, économiques et sociales qui accélèrent l'évolution du monde et la prévision des situations qui pourraient découler de leurs influences conjuguées. Une organisation sans vision est une organisation sans avenir. Et donc, nous faisons les études prospectives pour orienter la décision des décideurs publics. En 2015, la Côte d'Ivoire a adopté sa 4e étude nationale prospective, baptisée Côte d'Ivoire 2040. Les résultats de cette étude préconisent de disséminer la fonction prospective au sein de toutes les composantes de l'administration publique, ce qui a valu au Bureau national de la prospective et de la veille stratégique d'élaborer un manuel de procédure. L'outil de référence des directeurs de planification et de prospective des ministères sectoriels pour pouvoir élaborer d'abord leur prospective sectorielle qui va finalement se traduire, se décliner en document de planification de court et de moyen terme. Donc c'est un manuel hautement important pour l'État de Côte d'Ivoire parce que ça renforce la chaîne de planification, ça renforce l'élaboration des politiques publiques et ça permet évidemment à notre administration d'être une administration proactive. Les outils et les méthodes de ce manuel dédié à la prospective sectorielle viennent d'être validés lors d'un atelier récemment tenu à Adzopé. La Côte d'Ivoire en voie d'être dotée d'une politique nationale de gestion intégrée des frontières. Le projet qui comprend un plan d'action budgétisé a été présenté hier lors d'un atelier à Grand Bassam, la ville historique. Le projet est soutenu par la Suisse et l'Allemagne. De retour de Grand Bassam, le compte-rendu de Walter Amadou Ouattara.
Dans quelques jours, le Premier ministre aura sur son bureau un document relatif à la politique nationale de gestion intégrée des frontières de la Côte d'Ivoire. Bien avant, le projet est présenté à Grand-Bassam par la Commission nationale des frontières. Doter notre pays d'un outil à partir duquel nous allons piloter l'ensemble des activités à nos frontières afin de résoudre toutes les problématiques que nous avons décelées au cours du diagnostic. Ce document de cadrage est un outil de travail de 6 programmes regroupant une trentaine de projets. Son élaboration a duré plus d'une année avec l'appui du système des Nations Unies, de l'Allemagne et de la Suisse. La frontière est aussi un lieu d'échange, un lieu d'interaction, surtout pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui est vraiment un hub régional et qui finalement est une locomotive pour beaucoup de pays. Chaque citoyenne, chaque citoyen doit se sentir à l'aise avec ses frontières. Je pense que c'est vraiment un critère crucial du développement durable. Depuis le 20 mai 2021 qui a marqué la cérémonie de lancement de l'élaboration de cette politique de gestion, vos autorités, avec l'accompagnement de la coopération allemande et d'autres partenaires techniques et financiers, se sont mis à la tâche pour aboutir au bon travail que nous avons dans nos mains aujourd'hui. Félicitations. Le gouvernement accorde beaucoup d'intérêt à la gestion des frontières, l'a signifié le préfet hors grade, Daouda Ouattara, représentant le Premier ministre, Patrick Hachi. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a inscrit la frontière au cœur de ses actions. Les membres du comité technique national, vous devez être fiers de porter en vous la conscience d'avoir contribué à doter notre pays d'un instrument de sécurité, de paix et de développement de nos frontières. La sécurisation, la résilience des populations, les infrastructures et services dans les zones frontalières sont entre autres points inclus dans la stratégie de mise en œuvre de ce plan. Il est prévu pour durer 10 ans avec une planification en 2 phases. Un reportage de Walter Amadou Ouattara et Ngata Kwame. On en vient au point Covid, l'actualité coronavirus en Côte d'Ivoire et dans le monde. À la date du 9 novembre, les chiffres en Côte d'Ivoire sont les suivants. 7 nouvelles contaminations enregistrées, 87 846 cas confirmés au total avec 16 cas actifs et 829 décès. À l'échelle du monde, le virus a tué 6,6 millions de personnes sur un total de 634 millions de malades. La France, où le coronavirus a fait 36,1 millions de malades et 150 000 morts, fait une nouvelle fois face à la grippe aviaire. Le niveau de risque de la maladie a été porté jeudi de modéré à élevé sur l'ensemble du territoire métropolitain, contraignant les éleveurs à confiner leurs volailles. Les principales régions de production, la Bretagne et le Pays de la Loire, mais aussi le département des Deux-Sèvres, étaient déjà soumis à cette obligation depuis la mi-octobre, mais l'épisode a continué de se propager ces derniers jours. Chez nous, ce sont les mangues qui sont malades du fait des mouches de fruits. La pression de ces mouches sur les productions de mangues impacte négativement les capacités d'exportation, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire et la sécurité environnementale. Face à la situation, les instances sous-régionales CEDEAO et UEMOA ont mis en place un mécanisme. Quel en est le bilan depuis toutes ces années qu'il est mis en œuvre? Élément de réponse avec Lanciné Bakayoko, chef du service économique à la rédaction RTI. De gigantesques cargaisons de mangues interdites d'accès au marché européen, provoquant de lourdes pertes de revenus pour les pays d'Afrique de l'Ouest, notamment pour les petits producteurs. En cause, les mouches de fruits, ces redoutables ravageurs qui détruisent la qualité des mangues. Les 15 pays de la CEDEAO ont décidé de mutualiser les efforts à travers une lutte globale. Et comme je l'ai dit, c'est un excès de quarantaine, mais qui ne connaît pas de frontières. Si en Côte d'Ivoire, nous déployons des efforts pour lutter contre les mouches, et que les voisins comme le Burkina et le Mali ne font rien, les mangues
les mouches ignorent les frontières, ils seront détruits, ils reviendront du Burkina où ils n'ont pas été contrôlés pour revenir saper les efforts de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de questionner en profondeur les différentes méthodes de lutte déjà expérimentées au niveau des territoires ouest-africains, depuis la première phase quinquennale achevée en 2019 jusqu'à maintenant. Pour la Côte d'Ivoire, deuxième producteur africain de mangue, les enjeux financiers sont colossaux. C'est près de 45 milliards que la mangue procure dans les zones de production. Comme je l'ai dit, c'est le Grand Nord et le Grand Centre. Et quand on dit 45 milliards de francs CFA, c'est pour tous les acteurs. Les producteurs seuls, c'est près de 6 000 producteurs dans la filière mangue. Et c'est plus de 6 milliards de revenus pour les producteurs. Le plan régional de lutte contre la mouche des fruits en Afrique de l'Ouest a été initié par la commission de la CEDEAO. La surveillance et le suivi s'organisent autour de 3 paliers, préventif, intensif et intégral. Nous n'avons qu'une seule planète et elle est en danger. Il est urgent de s'attaquer aux problèmes environnementaux. La journée internationale des réserves de biosphère, désormais célébrée le 3 novembre de chaque année, est une invitation à s'inspirer des solutions déjà mises en œuvre dans ces sites pour construire partout un développement véritablement durable dans le plein respect de la nature et du monde vivant. Reportage Emmanuel Nyangoran dans un commentaire de Jean-Marc Djadji. 727 réserves de biosphère réparties dans 131 pays du monde, dont 21 sites transfrontaliers. Selon l'UNESCO, l'Afrique compte 86 sites dans 31 pays, dont 2 en Côte d'Ivoire, à savoir les réserves de biosphère de Taï et de Comoé. À travers la Journée internationale des réserves de biosphère, l'institution internationale veut accroître la sensibilisation au développement durable et promouvoir la conservation de la biodiversité et des ressources naturelles. L'objectif de cette journée est de sensibiliser chaque année la population mondiale à l'application d'une approche du développement durable à la vie moderne, ainsi qu'au rôle central et exemplaire que peut jouer à cet égard le réseau mondial des réserves de biosphère, convaincre les dirigeants nationaux, régionaux, locaux de l'importance d'accroître l'attention portée à l'environnement et de les inciter à appuyer fermement des actions, des pratiques et des systèmes de production, de conservation permettant de parvenir à un équilibre entre les activités humaines et la conservation des ressources naturelles. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique donne les enjeux de cette célébration. Il invite les acteurs de l'environnement en Côte d'Ivoire à une meilleure gestion de nos réserves. Ces réserves donc représentent des sites à protéger. Il faut qu'ils s'impliquent aux côtés du ministère à la préservation de ces réserves de biosphère. Le 3 novembre marque ainsi la célébration de la Journée internationale des réserves de biosphère. La commémoration s'inscrit dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Je vous amène maintenant à Kumbala, département de Ferkessédougou, dans le septentrion ivoirien. Là-bas, le village de Lamkaha 1 vient de bénéficier d'un bâtiment de 3 classes équipé en table-banc pour le grand bonheur des écoliers, mais aussi de l'ensemble des habitants de la localité. Le donateur est un fils de la région. Les précisions de Kader Sogodogo. La Côte d'Ivoire, pour atteindre le développement, aura besoin du soutien de tous ses enfants. Une solidarité bien notifiée dans le programme Côte d'Ivoire solidaire du président de la République Alassane Ouattara. Un fils de la région du Hambol manifeste sa solidarité dans la région voisine, le Tchologo. Ouattara Draman, dit Odé, cadre des impôts, offre 3 salles de classe au village de Lameka 1 dans la sous-préfecture de Kumbala. Nous sommes dans le pays Palaka. Ce n'est pas tout. Il a équipé les salles de classe de table-banc et d'un bureau de 2 pièces pour la direction. L'école nous a formés et l'école nous enseigne le passage de flambeau. L'école nous enseigne l'entraide. De passage ici, j'ai remarqué l'état dans lequel les enfants de 3 classes étudiaient. J'avais émis le vœu de faire en sorte qu'un bâtiment plus convenable puisse être édifié pour les accueillir. Aujourd'hui, ce bâtiment est réalité.
Le conseil régional du Tchologo a également offert photocopieuses, kits scolaires, matériel didactique et informatique. La MECA et sa population saluent cet élan de générosité. Le représentant du ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, parrain de la cérémonie, s'associe pleinement aux remerciements. Ce don vient compléter à ce que le conseil régional essaie de faire avec les populations depuis l'accession de M. Téné Birahima Ouattara à la tête du conseil régional du Tchologo. Le pays Palaka dispose d'un riche patrimoine culturel. Des danses sont venues achever le chapitre de la reconnaissance. On s'intéresse à présent à cet atelier initié par CARE International à l'intention des ONG de lutte et de défense des droits des femmes. Les travaux ont porté essentiellement sur les violences basées sur le genre, sur l'égalité homme-femme et sur la question de la parité. Et comme résolution, les ONG feront un plaidoyer auprès des autorités dans l'objectif de rétablir la femme dans tous ses droits. On en sait plus avec Godefroy Okambawa. À l'initiative de CARE International, une ONG dont l'un des objectifs est de promouvoir la justice sociale, des femmes juristes et leaders d'organisations féminines analysent les lois sexo-spécifiques. Au nom de celle-ci, la loi sur la représentation des femmes dans les assemblées élues et celle relative aux mesures de protection des victimes de violences sexuelles. Nous avons relevé quelques insuffisances qui vont faire l'objet de plaidoyer par les ONG ici présentes auprès des pouvoirs publics. En ces moments où toute l'Union africaine parle de parité de genre, nous avons besoin d'harmoniser nos dispositions législatives et réglementaires. En marge de cette rencontre, le renforcement de capacités des organisations locales de défense des droits des femmes et des filles, particulièrement celles qui sont marginalisées et vulnérables. Nous sommes convaincus que pour lutter contre la pauvreté, il faut s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté, qui sont notamment l'injustice sociale. Cet atelier a bénéficié du soutien du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et d'Action mondiale Canada, avec pour objectif outiller suffisamment ces femmes sur leurs droits. Les femmes de Tanou-Sakassou, elles viennent de recevoir une ferme avicole et un tricycle pour l'écoulement de leur production. C'est un don fait par une ONG ivoiro-suisse dans le cadre du programme d'autonomisation des femmes et de lutte contre la pauvreté en milieu rural. Le reportage de Koros Koronasoro de la station régionale RTI Boaké. Une ferme avicole de 100 poussins et un tricycle pour le coulement de la volaille à l'association des femmes de Tanou-Sakassou, commune de Boaké, un don de l'ONG Ivoiro-Suisse. Ce geste se situe dans le cadre du programme de l'autonomisation des femmes et de la lutte contre la pauvreté en milieu rural. À l'inauguration de l'édifice agropastoral, les bénéficiaires témoignent leur reconnaissance aux donateurs pour cette marque d'attention. Je suis très contente. Je remercie l'ONG. On souhaiterait bien gérer et acheter au moins des pondeuses. Nous sommes très heureux d'avoir reçu ce don en faveur de nos femmes. Et nous sommes persuadés que ce don va leur permettre de pouvoir, un temps soit peu, subvenir à leurs besoins. Le représentant de l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire dit sa joie de soutenir significativement l'autonomisation des femmes en milieu rural. Cette ferme avicole, pour leur permettre de générer des revenus, pour leur permettre de pouvoir améliorer un temps soit peu leurs conditions de vie. Donc c'est notre manière de contribuer au développement de la société en luttant contre la pauvreté. Donc nous pensons qu'avec cette ferme et avec le bon soin qu'elles vont en prendre, elles pourront générer des revenus pour l'autonomisation. Des présents ont marqué le passage des responsables de cette ONG Ivoiro-Suisse à Tanou-Sakassou. Le procureur de la Cour pénale internationale a présenté hier mercredi au Conseil de sécurité des Nations Unies son dernier rapport d'étape sur l'enquête de la Cour en Libye. Karim Khan est intervenu par vidéoconférence depuis Tripoli où il a tenté d'obtenir une plus grande coopération des autorités libyennes. Il a demandé aux autorités de délivrer par exemple des visas à ses enquêteurs et de leur donner accès à certains documents. Il a aussi assuré que ces investigations avancent. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je reviens chez vous demain à 13h.